Fondre, fraiser ou bien imprimer. Il existe différentes façons de fabriquer des pièces métalliques, la plus récente étant l'impression 3D. À la fonderie Fährmann de Hambourg, Dörte et Pierre vont s'essayer à la méthode de production traditionnelle. Quels sont les avantages et les contraintes de ce que l'on appelle l'impression 3D? Et dans quelle mesure les techniques classiques ont-elles encore leur place? Bonjour, soyez les bienvenus dans Xenius. Bonjour depuis Hambourg. Sur ce panneau, il y a un nom qui vous est familier. Oui. Et puisque tous les chemins mènent à Arte, nous avons décidé d'en faire une copie de nos propres mains et en métal, s'il vous plaît. Jürgen Roth est ouvrier fondeur. Il connaît toutes les ficelles du métier et va guider nos deux présentateurs. Jürgen, voici le panneau dont nous voulons une copie. Ok, pas de problème. On va commencer par faire le moule. Oui. Pour cela, il faut poser le modèle, puisqu'on l'appelle comme ça, dans le châssis. Ensuite, on va y verser du sable qu'il faudra compacter. Une fois damé, le sable va garder l'empreinte du modèle. Et une résine spéciale va le faire durcir en 1 à 2 heures. Le moule en sable résistant à la chaleur sera alors prêt à recevoir le métal fondu. L'industrie aéronautique utilise de nombreuses pièces métalliques obtenues en fonderie puis usinées. Mais depuis peu, elle se tourne aussi vers l'impression 3D pour fabriquer des pièces plus légères. Dans les hangars d'Airbus à Hambourg, cette transition est pilotée par Peter Zander et son équipe. L'impression 3D leur a déjà permis de réduire le poids d'une charnière. La pièce est creuse et les matériaux qui la composent résistent aux contraintes exercées sur cette partie de l'avion. L'avantage, c'est que cette charnière est 35% plus légère que la même pièce en métal usiné. C'est difficile à imaginer, mais nous utilisons des milliers de ces charnières dans les nombreux avions que nous livrons chaque année. Si nous pouvions toutes les remplacer, nous économiserions 4 tonnes de matériaux dans un avion ayant une durée de vie de 25 ans. Les concepteurs de ces nouvelles pièces se laissent inspirer par la nature. Fini les angles droits et le design mastoc. Les lignes sont plus élancées, presque organiques. En plus d'être élégantes, ces pièces sont bien plus légères que celles moulées ou fraisées dans du métal. Les nouveaux Airbus A350 seront bientôt équipés de ces fixations poids-plumes imprimées en 3D. Voici à quel endroit ce genre de pièce est utilisé, aussi bien pour fixer les compartiments à bagages que les éléments de cuisine. Bref, tout ce qui est l'habillage intérieur. Du coup, il est important qu'elle puisse résister à un accident, à des contraintes de plus de 3 tonnes. Nos tests indiquent que leur résistance est même bien supérieure. En 2012, la plupart des gens me prenaient encore pour un fou, mais parfois il faut savoir faire son chemin et pousser la recherche jusqu'à obtenir une pièce de qualité qui sera vraiment utilisée. C'est comme ça qu'on arrive à convaincre les autres. Pour une résistance équivalente, les pièces imprimées en 3D permettent d'alléger l'avion et donc de le rendre plus économe. Nous examinons chaque recoin de l'avion à la recherche du moindre élément pouvant être imprimé en 3D. Il y a 4 ans encore, personne n'y aurait cru. Pour chaque kilogramme économisé, la consommation de kérosène est réduite de 4 tonnes sur toute la durée de vie de l'avion. Premium Aerotech, une filiale d'Airbus, espère produire bientôt un maximum de pièces grâce à l'impression 3D. Mark Schimler, ingénieur en chef, veut donc étendre cette technologie à des éléments plus complexes. Voici un bloc de distribution hydraulique, comme on en trouve plusieurs dans un avion. On voit que cette pièce a été découpée dans un gros cube de métal. Nous pouvons la comparer à la même pièce imprimée en 3D. Il est évident que celle-ci est bien plus légère, puisqu'on utilise le strict minimum en matériaux pour modeler les conduits. Ces pièces peuvent d'ailleurs être plus courbes, donc bien plus fonctionnelles. La différence entre les deux saute aux yeux. Mais comment fait-on pour imprimer du métal?
À la différence des imprimantes 3D pour amateurs, qui ne fonctionnent qu'avec du plastique, ces imprimantes dernier cri utilisent une poudre de titane ultra fine. Un processus supervisé par le technicien Hendrik Schrem. On peut créer ce qu'on veut à partir de rien. Il n'y a presque plus aucune limite. Le technicien lance l'impression de 2 bouches d'entrée pour réservoir. D'une température de 1800 degrés, le faisceau laser fait directement fusionner la poudre de titane à la forme prévue pour la pièce finie. L'impression guidée par l'ordinateur a lieu sous atmosphère contrôlée. Le laser fait fondre la poudre de titane, puis le plateau d'impression descend d'un cran et une nouvelle couche de poudre est déposée. La pièce prend forme progressivement, strate après strate. Il faut 4 jours pour qu'elle émerge de son cocon de poudre de titane qui pourra être réutilisé. Alors, Hendrik, les pièces sont prêtes. L'impression est terminée. Tu vas pouvoir les sortir? Oui, je vais les dégager et vérifier le résultat. La poudre de titane restante doit être aspirée avec précaution. D'après nos fiches de sécurité, la poudre de titane est susceptible d'être cancérigène. Elle est si fine qu'elle pénètre dans la peau et les poumons, et que notre organisme ne parvient pas à l'éliminer. C'est le risque majeur. Voilà, c'est fini et mon travail aussi. La pièce est encore posée sur le socle d'impression qui sera découpé à la prochaine étape. Une pièce complexe qui ne peut être obtenue que par impression 3D et qui contribuera à réduire le poids des avions. Ça y est, c'est dur. Oui, il a durci. On pose le châssis supérieur, les barres de positionnement. On prévoit aussi le trou pour la coulée. C'est par ce trou que sera ensuite versé l'aluminium liquide jusque dans le moule creux entre les 2 moitiés du châssis. Maintenant qu'on s'est créé à la main un moule au sable à partir d'un modèle, voyons comment vous faites sur la chaîne de production. À toi les moules, à moi le métal. Direction la machine à mouler où Dörte va assister Antonio Monterior, ouvrier mouleur. Pourquoi ce sable est-il noir comme du sable volcanique? Parce qu'il contient de la bentonite qui sert de liant. C'est comme en cuisine, quand on met de l'œuf pour lier. C'est le même système que pour notre moule, mais en plus grand. C'est ça. Est-ce que moi aussi je peux tasser le sable? Bravo, tu fais ça comme une pro. Encore un peu de sable. Cool. Qu'est-ce qu'il place là? C'est le trou de coulée, ou plutôt le modèle pour le trou. Une fois que le sable aura durci, on le retirera et c'est par là qu'on versera le métal liquide dans le moule. En fait, il faut fabriquer un nouveau moule pour chaque pièce à couler. C'est ça. Mais ce n'est pas compliqué à réaliser. Une fois que le modèle est placé dans la machine, on peut en tirer autant de moules qu'on veut. La machine est automatisée pour la production en série. Mais pour le panneau Arte, il faut procéder à la main. Magnifique. Ça rend bien. Et voici le moule creux qu'on remplira de métal liquide. Reste à creuser l'attaque de coulée. Le métal va entrer par là et se répartir à l'intérieur, mais pas partout. Il faut une autre entrée, sinon il n'ira pas jusqu'au fond. D'accord. Donc il faut une deuxième attaque. Donc je creuse aussi par ici. Comme ça? Fondre des pièces métalliques est très rentable pour la production à grande échelle, puisque la pièce peut être fabriquée à volonté. Mais quand il s'agit d'une pièce unique, une autre solution s'impose. L'hôpital de Nijmegen, aux Pays-Bas, a trouvé le moyen d'aider ses patients ayant besoin d'une prothèse spéciale. Bonjour, monsieur Verkamp. Bonjour docteur, vous allez bien? Oui, asseyez-vous. Je vous remercie. Cor Verkamp a reçu une prothèse de jambe d'un nouveau genre. Est-ce que je peux examiner le moignon?
Tout m'a l'air parfait. Ces 2 dernières années, nous avons eu beaucoup de patients dont l'amputation transfémorale ou transtibiale leur a laissé un moignon trop court. Ils ne pouvaient pas bénéficier des implants classiques, qui sont trop longs. La nouveauté de cette prothèse, elle se fixe sur un implant intégré à l'os. Le parc d'innovation de Maastricht héberge la start-up Xiloc, spécialisée dans l'impression 3D de ces implants osseux. Ils sont faits sur mesure à partir des données de chaque patient, comme nous l'explique Michael Behrens, le fondateur de la société. L'implant est propre à chaque patient. Il est conçu sur mesure pour être fixé dans l'os. Si je place le calque représentant le squelette, vous voyez qu'il s'insère parfaitement. C'est le dernier cri de la technologie. Après 36 heures, les implants osseux sont enfin prêts. Reste à aspirer la poudre de titane qui est toxique. Les implants, eux, ne présentent plus aucun risque. Michael Behrens vérifie lui-même la qualité de la production. C'est super. C'est ce que j'appelle du beau travail. Voir enfin les implants sortis de l'imprimante, c'est toujours un grand moment. Cette session est très réussie, notamment la structure en treillis, dans laquelle le tissu osseux va croître. Une fois imprimés, les implants doivent tout de même être retravaillés avec une fraiseuse. Avant, je travaillais dans la Formule 1 où il fallait aller toujours plus vite. Là, je fais quelque chose pour les autres, pour sauver des vies. C'est un sentiment agréable. Il n'y a plus qu'à le nettoyer, le stériliser, et il pourra être implanté. Mais ce n'est pas moi qui m'en charge. Ce sont les chirurgiens orthopédistes de l'hôpital de Nimègue qui s'occupent de l'implantation. Parfait. C'est très bien.
J'allais me retrouver en fauteuil roulant et la prothèse ostéo-intégrée a résolu beaucoup de mes problèmes. J'arrive mieux à faire du vélo, à m'asseoir et même à bouger tout simplement. Je peux aider ma femme au jardin ou passer l'aspirateur. Je me sens bien plus libre de mes mouvements. Retour à la fonderie pour la préparation de la coulée d'aluminium. La composition de l'alliage est l'affaire du chef, Henning Ferman, qui dirige l'entreprise familiale. Voici le matériau. C'est quoi? C'est une barre d'aluminium. Nous utilisons de l'aluminium pur, puisque nous faisons l'alliage nous-mêmes. Nous ajoutons les autres ingrédients de notre choix, dont certains que nous gardons secrets. C'est comme notre recette de Coca-Cola personnelle. D'accord. Et j'imagine que cette recette personnelle, c'est justement ce qui fait la grande différence avec l'impression 3D. Puisqu'ici, vous pouvez proposer un alliage personnalisé à chaque client, c'est ça? Exactement. Notre fonderie a des décennies d'expérience avec les alliages spéciaux. Or, il est impossible de proposer ces différents alliages en impression 3D. Pour autant, je ne veux pas opposer la fonderie à l'impression 3D. C'est ridicule, parce que de mon point de vue, ce sont deux techniques complémentaires. L'impression 3D est une technique nouvelle et très prometteuse, mais qui reste assez chère. Donc, elle a son utilité quand il s'agit de réduire le poids des objets. Pierre va procéder au test de l'alliage. L'échantillon sera inspecté dans la partie laboratoire. Enlève la pellicule à la surface, voilà. Et maintenant fais vite. Il ne faut pas traîner sinon le métal se fige. C'est bien. Zut! Retourne au creuset et recommence. C'est super chaud. Quelle température ça fait? Dans les 760-770 degrés. Allez, vite. Vite et verse-le. Voilà, super. Tu veux le démouler ou je m'en charge? Il suffit de le soulever et de le taper au sol, jusqu'à ce que ça se détache. Ça coince un peu. C'est ça. Ah, voilà. Waouh, c'est encore chaud. Bien sûr. Ça brûle même. Si l'alliage convient, on peut passer à la coulée? Oui, c'est l'étape suivante. Super. En fonderie, un moule est toujours plus grand que la pièce finale, alors qu'en impression 3D, des ingénieurs sont parvenus à faire l'inverse. À Seattle, près du siège du géant de l'informatique Microsoft, l'impression 3D a déjà conquis bien des entreprises. Bientôt, c'est même l'aérospatiale que cette technologie pourrait révolutionner. Dans les bureaux discrets de Tethers Unlimited, qui travaille pour la NASA, l'ingénieur Robert Hoyt voit les choses en grand. Une imprimante 3D normale est une petite boîte dans laquelle on fabrique un objet encore plus petit. Nous voulions pouvoir imprimer d'immenses antennes ou structures dans l'espace. Il fallait donc trouver le moyen d'inverser le système afin de pouvoir réaliser des pièces de très grande taille. Un problème que l'aérospatiale voulait résoudre à tout prix. Car à l'avenir, l'objectif de la NASA est de ne plus envoyer de grands éléments dans l'espace, mais seulement de petits appareils. Notre invention, le Trusselator, a grosso modo la taille d'une miche de pain, mais il est capable d'imprimer des treillis de grande longueur et d'une incroyable solidité. Ensuite, des robots n'ont plus qu'à assembler ces éléments et à les fixer solidement entre eux. On obtient ainsi la structure de grandes antennes, de vastes panneaux solaires ou de gros télescopes. Interdiction de filmer le laboratoire. Les prototypes de ces machines ultramodernes sont strictement confidentiels.
quelques vidéos seulement ont été rendues publiques. Voici le test de l'un de nos premiers prototypes, installé à l'extérieur du laboratoire. En quelques heures, il a produit une structure en fibre de carbone de 10 mètres de long. Cela équivaut à une vitesse de 5 cm par minute, ce qui semble lent. Mais s'il fonctionne pendant plusieurs jours en orbite, on peut obtenir des kilomètres de treillis. Robert Hoyt voudrait que ses inventions aident l'homme à partir à la conquête de nouveaux mondes. Je suis partisan de coloniser notre système solaire. Peu importe qu'il s'agisse de Mars, d'astéroïdes ou de Lune, je veux seulement que l'homme aille plus loin que la Terre. Cela prendra peut-être 10 à 20 ans, mais dernièrement, tout s'accélère dans l'industrie spatiale. Et c'est très excitant. Et j'ose espérer que de mon vivant, l'homme aura déjà fait des séjours prolongés ailleurs dans le système solaire. L'impression en 3D dans l'espace offre déjà un début de solution pour ce grand défi qu'est la colonisation spatiale. Le métal a été coulé dans le moule et a refroidi. Le gâteau est prêt. C'est ça. On peut voir le résultat ? Ça ressemble un peu à une gaufre qui vient de sortir du moule à gaufres. Un peu, oui. Avec des restes de pâte collée. C'est vrai. Ou une crêpe. Là, il y avait le joint entre les deux moitiés du moule. Il peut donc arriver qu'il y ait des bavures, comme c'est le cas ici. Il faut alors rébarber la pièce pour obtenir une surface parfaitement lisse et propre. Il faut aussi enlever le métal qui a durci dans le trou de coulée, non ? Oui. La pièce est destinée au transport de céréales. Serait-il possible de fabriquer la même pièce en impression 3D un jour ? Ce sera sûrement possible un jour, mais la question principale est celle de la rentabilité. Si vous avez un besoin urgent d'une seule pièce, alors il sera sûrement plus facile de la faire fabriquer en impression 3D. Dans les autres cas, pour la fabrication de pièces en série, il est plus logique de s'adresser à une fonderie, puisque même à petite échelle, la coulée est déjà plus rentable que l'impression 3D. Dans la deuxième moitié du 19e siècle, la vapeur et l'acier font entrer l'Europe et les États-Unis dans l'ère industrielle. Les usines se multiplient, assurant la production de masse de pièces identiques. L'impression 3D annoncerait-elle une autre révolution industrielle? Les précurseurs du secteur se sont établis ici, dans la Silicon Valley et à San Francisco. Daniel Suarez est auteur de techno-thriller. Dans son roman d'anticipation, Demon, il prophétise une nouvelle révolution industrielle par l'impression 3D. L'idée conductrice, c'est qu'une petite boîte, un petit appareil capable de fabriquer n'importe quoi, peut changer le monde. Cette idée est devenue réalité avec l'impression 3D. Un petit élément peut bouleverser la vie des gens, surtout s'il s'agit du bon élément créé au bon moment. Les livres de Daniel Suarez décrivent un monde où la chaîne de production mondialisée s'effondre et où des communautés, connectées par Internet, créent de nouveaux circuits économiques locaux. Cette capacité à créer l'objet voulu, au moment voulu, sans générer aucun déchet,
va tout faire basculer, en rendant notre société bien plus efficace et écologique. Ces petits appareils capables de produire n'importe quoi vont avoir un impact considérable. C'est encore très chaud. Oui, on va le laisser refroidir. La conclusion, c'est qu'à l'avenir, la flexibilité de l'impression 3D nous sera bien utile pour fabriquer des pièces uniques. Mais il nous faudra encore l'expertise des bonnes vieilles fonderies pour l'alliage de métaux. Comme ça, on répondra à tous les besoins. À chaque innovation, il faut un délai de transition. L'impression 3D va coexister avec la fonderie et les deux vont même très certainement se compléter. Quant à notre panneau en aluminium, nous pourrons bientôt l'accrocher quelque part à Strasbourg. Oui, bonne idée. Je vais les prévenir. À très bientôt, salut. À la prochaine. Restez curieux, bien sûr.